Brice, je te vois en ligne là. Oui, Brice. Parce que tu as dit tantôt que ça ne marchait pas, mais là, ça marche. Bon, on ne va pas attendre tout le monde. Et dès que c'est prêt, là, on va lancer immédiatement avec notre séance de rencontre de ce jour. Bon, il y a des gens qui ont suggéré un certain nombre de questions et de points qu'il va falloir aborder. Et puis, j'aimerais qu'on soit en phase avec tout le monde parce que l'idée est de trouver à chaque fois une cohésion d'ensemble pour que tout le monde soit en phase avec où nous sommes en train d'aller. Bon, là, on va commencer. Est-ce que tout le monde m'écoute? C'est bon? J'ai l'impression que le message arrive avec un retard. Je ne sais pas. Ok, bonjour. Moi, c'est Camille Lagueux. Comme la plupart d'entre vous me connaissent déjà, je ne veux pas revenir sur trop de détails, mais je veux donner un aperçu sommaire. Je fais partie de l'équipe principale Shore Banca. Je réside à Montréal et je travaille sur ce projet avec d'autres coéquipiers depuis quasiment 3 ans déjà. Donc, le but initial, c'était de déployer une plateforme, un écosystème qui va permettre aux personnes d'échanger des valeurs. Oui. Juste un petit détail. En fait, pour ceux qui ne se rappellent mieux de ça, bien sûr, parce qu'en fait, j'entends en arrière-plan, il y a plusieurs voix. En fait, il est préférable ça que tous les autres participants qui ne parlent pas 20 minutes pour comprendre. Ok, d'accord. Merci pour ce point. Est-ce que vous pouvez mettre les mutes là, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir juste une seule personne qui parle et après on pourra passer la parole. C'est vrai que j'entendais beaucoup de bruit là qui passait à l'intérieur. Donc, comme je disais tantôt, l'idée était de construire une plateforme qui offre l'opportunité à tout le monde de participer à ce qu'on appelle l'inclusion financière. Parce que quand on parle d'inclusion financière, dans le fond, beaucoup de personnes ne comprennent pas. L'inclusion financière, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est une affaire de participation. Et quand je parle de participation, c'est que chacun doit avoir un rôle à jouer, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que participant de premier plan. Donc, nous avons travaillé à offrir cette plateforme depuis 3 ans et nous avons déjà des solutions. Tout le monde ici est d'accord qu'il y a déjà des éléments fonctionnels qui permettent à
à voir un peu ce qu'on veut réellement faire, qu'est-ce qu'on veut faire dans le fond. Parce qu'on ne peut pas parler d'écosystème sans avoir des éléments constitutifs. On ne peut pas parler d'écosystème sans avoir une fondation. Donc, la fondation, elle est là, c'est-à-dire l'architecture technologique et l'infrastructure qui accompagne cela. Et maintenant, il est question de mettre au-dessus tous les éléments constitutifs pour former un écosystème. Et dans cet écosystème technologique, on a des personnes qui vont jouer un rôle essentiel et majeur. Parce que si j'ai la plus meilleure plateforme technologique au monde et qu'il n'y a pas de personnes au-dessus, ça ne sert à rien. C'est comme un effort perdu. Donc, pour que ça puisse jouer pleinement son rôle, il faut qu'il y ait des acteurs. Ces acteurs doivent mener des actions. Donc, nous avons commencé par travailler sur le côté banque, finance et monnaie. Parce que c'est comme le noyau de cet écosystème. C'est le noyau dur de l'écosystème. Et on est tous d'accord que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, pour mieux faire quelque chose, il faut commencer par mettre un accent sur le côté argent et également mettre un accent sur le côté sécurité de cet argent-là, de ces avoirs qui vont circuler au sein de l'écosystème. Donc, jusqu'à date, nous avons la plateforme Shopee qui est notamment la plus vulgarisée et curieusement la mal connue, la mal utilisée, celle qui n'est pas vraiment bien utilisée par plusieurs, tout comme l'autre plateforme qui est SureSwap. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de répondre à un certain nombre de questions relatives au cas d'utilisation de ces plateformes et aussi à d'autres solutions que nous sommes en train de déployer, notamment DeFi, et aussi voir des perspectives d'investissement dans le cadre de cet écosystème. Parce qu'un écosystème, comme je dis, c'est un ensemble d'éléments où on peut mettre tout. Quand je ne veux pas rentrer pour expliquer le côté produit, c'est les questions qui vont nous permettre d'aller peut-être vers répondre à c'est quoi un produit particulier ou c'est quoi un service spécifique qu'on offre à travers la plateforme. Donc, si vous regardez techniquement, on a un ensemble de choses qu'on essaie d'ajouter presque chaque jour. Les gens se demandent jusqu'à quand on va s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter parce que il y a plein de choses à offrir. Oui? Quelqu'un veut parler? Ah, c'est-à-dire quoi? Ah, il va être plutôt 12 heures. Voilà, donc certains disaient que bon, ils ont fait quand même les calculs. C'est vrai que j'étais en train de répondre à la famille. Donc, je viens de leur dire que ça commence. D'accord, ok. Ils vont rejoindre, ils vont prendre le train en marche, c'est pas grave. Donc, j'étais donc en train de dire que nous avons un ensemble d'éléments qu'on pourra ajouter progressivement sur l'écosystème, sur la plateforme. Maintenant, la déclinaison en termes de produits, de services, de solutions est accompagnée par l'utilisation qu'on en fait. Je ne veux pas venir ici développer le volet, c'est quoi la blockchain, c'est quoi le Bitcoin. Non, ça ne nous intéresse pas ici. Mais dans le cadre dans la démarche pour répondre à une question, je pourrais amener des éléments qui vous permettent de comprendre mieux c'est quoi la blockchain, c'est quoi la crypto, c'est quoi même la finance. Parce que beaucoup de gens parlent de la finance, de la banque et autres, mais ils ne savent pas de façon concrète comment est-ce qu'il est applicable ou appliqué dans leur vie de tous les jours. On est plus dans une sorte on subit ou on suit le vent. Donc, il est question maintenant de s'en approprier parce que tant que vous ne comprenez pas ces différents éléments qui caractérisent notre environnement économique, social et politique, ça va être difficile de pouvoir avancer. Donc, je vais commencer par répondre aux questions sur les plateformes existantes, c'est-à-dire Shopee et SureSwap. Et puis, on va aller vers les plateformes à venir et d'autres choses que nous ajoutons à cela, notamment
DeFi et fort, c'est-à-dire l'investissement fort. Donc, on va commencer par Shopee. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou bien spécifiques ou des points d'ombre que les gens ne comprennent pas sur l'utilisation de Shopee? La question est adressée à tout le monde. Vous pouvez prendre la parole parce que, comme j'ai dit tantôt, je ne peux pas me mettre à bavarder sans avoir une orientation vers les questions qui sont posées. Ça va être difficile. Alors, première question, en fait, que je te poserai, peut-être présenter à tous les autres participants. Donc, prenons un champ, oui, j'ai également un modèle comme Camille. La première question que je vais te poser, en fait, c'est peut-être de nous définir le concept, la finalité, en fait, de Shopee. Parce qu'on a Shopee, on a Shopee, également, très souvent, il y a beaucoup de confusion. Et comme tu le mentionnais tantôt, en fait, il y a tellement d'informations, n'est-ce pas, qui ne sont pas toutes les informations qui valent, et que ces informations, alors, tous ces projets, ces tests qui sont lancés, c'est vraiment bien défini. Il peut y avoir un certain amalgame pour ceux qui ne sont pas dans le cœur de la réflexion. Peut-être pour dire, en fait, il y a la différence finalement entre Shop, Schwab et Shop. Est-ce que Shop, c'est la super banque ou alors une banque personnelle qui vient pour faire Schwab? Bref, les documents que tu as certainement sont très importants, mais en fait, souvent, tout le monde n'est pas simplement faire la petite translation entre Schwab et Shop. Donc, quoi consiste finalement de sa Shop? C'est une banque personnelle, personnalisée, tout simplement. Ok, merci pour cette question, Jean-Noël. En fait, Shopee, c'est une passerelle de paiement. Parce que dans l'industrie de la finance et de la banque, il y a plusieurs angles d'activité. Il y a les activités de paiement, il y a les activités dans le paiement, il y a le transfert, il y a le virement, il y a, comment dirais-je, un ensemble d'outils qui permet de faire ce qu'on appelle les paiements, que ce soit entre des personnes ou entre les entreprises. Donc, Shopee a été développé essentiellement, comme vous entendez le mot, c'est paiement sûr, c'est-à-dire un paiement sûr, c'est ça le nom. Cet outil, cette application a été développée essentiellement pour faciliter tout ce qui est paiement de bout en bout et tout ce qui est également transfert transfrontalier. Parce que je peux payer quelqu'un qui est situé dans une même zone géographique que moi. Je peux également payer quelqu'un qui est situé dans l'autre bout du monde. Est-ce que vous me suivez? Donc, à travers Shopee, on a essayé de mettre l'accent essentiellement sur les paiements, la réception et l'envoi. Et à travers cela, puisque cette technologie qui est l'infrastructure bancaire, on peut y ajouter plusieurs choses. C'est comme si tu as une sorte de rail au-dessus duquel tu vas poser les wagons, tu vas poser les trains et les wagons. Donc, Shopee étant une passerelle de paiement et une infrastructure de transfert de fonds, on a décidé donc d'y ajouter multiples outils pour accompagner le client pour qu'il se retrouve dans un environnement qui est propre à lui. Donc, si on veut regarder entre une comparaison avec SureSwap, Shopee est comme le pont entre le système bancaire traditionnel, où vous allez voir un environnement un peu semblable à ce que vous avez sur vos banques traditionnelles, et également une sorte de transversalité vers le système purement blockchain et crypto. C'est là où SureSwap va intervenir. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous êtes sur la plateforme Shopee, vous avez le module transactionnel, le module conversion de devises, vous avez une panoplie de devises, vous avez un module qui permet également de générer ce que nous avons appelé des e-vouchers. Je vais revenir un peu plus en détail sur le e-voucher. Vous avez un module qui vous permet de faire les demandes de paiement, ce qu'on a appelé le SureWire. Donc, SureWire peut vous permettre de faire une demande de paiement à quelqu'un ou bien d'envoyer un paiement à quelqu'un.
à travers le Shorewire. Et puis, progressivement, on a essayé d'ajouter un ensemble de modules. Donc, tout ce que vous voyez sur ShoreP, c'était pour non seulement répondre à une demande spécifique qui est de familiariser les gens déjà avec un environnement de banque digitale. Si les gens utilisent déjà des applications comme les applications mobiles bancaires, EcoBank est un exemple en Afrique. On a également la BISEC, RBC. Vous allez voir un environnement un peu similaire, mais à quelques différences près, parce que dans la différence, c'est que comment permettre l'intégration de plusieurs services. C'est-à-dire que quand je suis à l'intérieur d'une plateforme, je n'ai pas besoin de sortir si je veux faire un service bancaire proprement parlant, ou alors si je veux épargner. C'est pourquoi vous allez voir dans ShoreP un environnement qui vous est très familier. Vous avez vu, on avait mis un module Shore Market. On a mis également un module Exchange Plus et puis un module ShoreP Plus qui rentrait dans ce qu'on a appelé les cartes bancaires. Les cartes bancaires virtuelles et physiques. C'est-à-dire, on peut générer une carte bancaire virtuelle pour un paiement ponctuel ou une carte bancaire physique qui va vous être livrée à la maison. Maintenant, ShoreSwap, c'est essentiellement un environnement disruptif. C'est parce que vous allez voir sur ShoreSwap essentiellement de la crypto, essentiellement des devises cryptographiques, essentiellement des, comment on dirait ça, des tokens, c'est-à-dire des jetons qui peuvent facilement s'échanger, se convertir en l'autre. Alors, l'un des points importants que nous avons apporté dans l'innovation qui est la blockchain, c'est de permettre une sorte de tokenisation et de générer des bons, ce qu'on appelle le voucher. Le voucher, c'est un bon. Un bon, c'est quoi? C'est un instrument ou un document que je génère pour garantir un actif ou une valeur. C'est-à-dire, j'ai peut-être 100 000 dans mon compte, je peux générer un bon de 100 000. Un bon, c'est comme un chèque. Dans le jargon classique, je peux faire un chèque de 100 000 à quelqu'un. Alors, je lui donne ce chèque. Tant qu'il n'a pas touché le chèque, l'argent ne bouge pas de mon compte. C'est le même principe avec le e-voucher. Si je génère un e-voucher, qui peut être une chaîne de caractères que j'envoie à quelqu'un, ça a une valeur monétaire équivalente du bon que j'ai généré. Ça peut être 10 euros, ça peut être 100 000, ça peut être 1 milliard. Cette personne peut le déposer dans son compte. C'est ce qu'on appelle racheter le bon. Racheter un bon, c'est-à-dire je le dépose dans mon compte ou dans un compte tiers. Dès que j'effectue ce dépôt, cet argent qui était dans le compte de monsieur X, que j'ai transféré à monsieur Y, dès qu'il va le déposer, le système va le transférer automatiquement là. Donc cet argent est maintenant dans son compte à lui, il n'est plus dans mon compte. Je n'ai plus droit à cet argent. Donc si j'avais 100 000 dans mon compte, une fois que je l'ai transféré, c'est maintenant toi qui as les 100 000. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne le e-voucher. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, Eddie, j'espère que j'ai répondu à la question. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, toujours dans le cadre de... Oui? Lorsque, par exemple, quelqu'un nous demande souvent ce banque à cette fois, ce banque à cette fois, c'est souvent pour pouvoir personnellement lui donner une réponse pas souvent, mais une question de succès pour permettre à la personne de comprendre. Comment pouvoir présenter ça, par exemple, que la personne, même si la personne n'a pas été à l'école, disons, pour un français, pour la personne immédiatement comprendre la personne. Voilà, donc il y a accepté. Quand le cas, par exemple, c'est un ami qui m'a parlé. La dame cherche pas à investir. Ok. Maintenant, elle, quand, par exemple, pour l'expliquer, ça devient non, en fait. La demande souvent, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, pourquoi expliquer souvent n'importe quelle personne, parce que pour la personne comprenne l'offre, les droits sur la nouveauté par rapport à l'idée. Je ne peux pas comprendre aussi avec
Mm. Mais le shop bancaire, c'est comme je dis, c'est en un mot, c'est banque sûre, si vous voulez, banque sûre. Et puis, oui, banque sûre, c'est shop bancaire, c'est tout simplement le. Alors, si c'est une banque sûre, la différence avec la banque traditionnelle, c'est que elle est marquée par le principe de la non-ampliation. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une banque ampliable, quand vous allez, si tu me dis, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi une banque? Là, de manière traditionnelle, c'est quoi une banque? Il va dire, c'est un endroit où on va garder son argent. Parfait. Pourquoi? Parce qu'on estime que cet endroit pourrait être plus sûr pour garder son argent que de le déposer à la maison. Autre chose qu'on peut dire, c'est de dire que Shawbanka essaie de se positionner comme cette plateforme qui offre la possibilité aux gens de garder leur argent sans passer par la banque traditionnelle. Quand je dis garder l'argent, vous pouvez garder l'argent pour une situation ultérieure, vous pouvez l'épargner, vous pouvez également mettre votre argent et le garder dans une devise autre que celle que vous utilisez habituellement. Donc, Shawbanka est donc cette plateforme bancaire décentralisée qui permet à chacun d'être sa propre banque, au-delà de la banque traditionnelle qui est où je m'avais donné l'argent à quelqu'un pour qu'il garde pour moi. Maintenant, Shawbanka se positionnant comme cette banque qui donne la chance à chacun de devenir sa propre banque, doit donc s'entourer d'un ensemble d'outils, d'instruments pour rendre cela effectif. Parce qu'actuellement, les gens sont dans le système bancaire traditionnel, c'est-à-dire leur argent est chez leur banquier, ou alors ils ont été influencés par le système bancaire, en fait, ces différentes plateformes d'investissement qu'on a en Afrique qui pullulent, qui promettent mort et merveille aux gens, et pourtant c'est carrément du n'importe quoi. Les gens vont donc mettre l'argent là-dedans parce qu'on leur a vendu l'idée qu'ils vont faire des profits. Shawbanka n'est pas ça. Shawbanka ne vient pas promettre aux gens que mets 10 000, tu vas faire 30% tous les mois. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas dans l'industrie de la finance et de la banque. Sauf si quelqu'un me dit qu'il a un effet miraculeux avec lequel il va faire multiplier de l'argent. Autre chose maintenant, c'est qu'on va regarder au niveau concret pour monsieur, madame, tout le monde. Comment est-ce que cette plateforme peut lui être utile? C'est déjà de regarder techniquement que si j'ai de l'argent, en ce temps de crise, c'est-à-dire en ce moment où l'économie vacille, où les gens ont peur à cause de coronavirus et autres, c'est le moment de préserver son argent. Préserver son argent, c'est quoi? C'est-à-dire protéger contre toute éventualité qui pourrait arriver. Parce que les gens sont en Afrique, ils ont l'argent dans les comptes, ils ne savent pas qu'en cas de dévaluation, parce qu'il y a une dévaluation qui pourrait éventuellement arriver, leur argent perdra plus de la moitié de sa valeur. Je répète, c'est-à-dire leur argent sur leur compte perdra plus de la moitié de la valeur. Oui, ils auront la même somme d'argent, mais elle ne vaudra plus la valeur qu'elle avait avant la dévaluation. Ça, c'est un des cas de figure qu'on peut évoquer lorsqu'on parle des risques qui planent sur de l'argent. Et puis, de l'autre côté, les gens cherchent des moyens pour pouvoir facilement déplacer leur argent pour faire des paiements ou transférer à une autre personne à moindre coût et en temps réel. Shawbanka a développé tout cet environnement, c'est-à-dire grâce à nos différents portefeuilles, nos différents outils transactionnels, vous pouvez aller essayer et voir comment ce que je suis en train d'expliquer est vrai. C'est-à-dire, vous déposez de l'argent sur la plateforme, vous envoyez à une autre personne, vous voyez le nombre de temps que ça prend pour qu'il reçoive de l'argent. Vous pouvez également convertir votre argent en d'autres devises et même en or. C'est-à-dire, vous pouvez acheter de l'or parce que en période de crise comme celle-ci, la meilleure façon de se prémunir contre ces différents crises qui pourraient arriver sur de l'argent, c'est d'acheter l'or.
avec 100 € ou 200 €, vous pouvez acheter les onces d'or de 100 €. Donc, ça veut dire que vous mettez votre argent et vous le convertissez en onces d'or. Est-ce que vous me suivez? Tout ça, c'est gardé à votre niveau. Maintenant, vous pouvez aussi acheter, investir dans les crypto-devises, comme le Bitcoin, le FEX. On a une panoplie de crypto-devises. De toute façon, Shawbanka essaie d'amener auprès de nos clients et nos utilisateurs une sorte de marché, comme un supermarché, en fait, un supermarché financier, bancaire et économique où les gens pourront acheter des produits selon leurs besoins, selon leurs objectifs. Parce que quand vous regardez, généralement, quand vous allez dans un supermarché, c'est parce que vous avez un besoin. Vous voulez répondre à résoudre un problème particulier. Vous allez faire un achat suivant votre planning. Alors, il est difficile d'orienter quelqu'un vers un produit spécifique. Il y a des gens qui vont joindre Shawbanka uniquement pour acheter les bitcoins. C'est toujours, nous, on est prêt à servir ses clients. D'autres vont joindre juste pour faire de la spéculation. Il y aura également un volet pour permettre aux gens de spéculer sur les valeurs. D'autres veulent un endroit hors de la banque. D'autres plutôt cherchent un outil pour leur permettre de faire des transferts, c'est-à-dire faire des paiements transfrontaliers sans avoir affaire à des frottements ou à des frictions qui est dans les transactions bancaires traditionnelles ou des restrictions de montant, ou ils en ont marre des coûts transactionnels. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ce que j'aimerais comprendre, c'est selon ça, ça veut dire, est-ce que, donc je comprends bien la différence entre nos banques ici et la région banque-là, c'est que ça offre un meilleur service. Ma question est celle-ci. Est-ce que maintenant, vraiment, peut-être que une entreprise, peut-être dans un financement, est-ce qu'il est possible que je trouve la région banque-là? Parce que si peut-être, bon, je dis bon, j'ai plus d'avantages là-bas, je vais faire tout ça maintenant. J'ai une banque ici, bon, je vais faire des choses dans mon banque, ça dit, avoir un spécimen de chez des transactions. Stratégie, parce que après avoir une banque et toutes les transactions, les effets que tu as, une banque et que tu as, pour avoir des banques que tu as plus d'avantages. Ok, très bonne question. Je vais vous dire, en matière bancaire, il faut comprendre que la banque, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire l'environnement technologique et outil qui va permettre de servir le client. C'est également la réglementation, c'est-à-dire pour pouvoir exercer comme une banque sur un territoire, selon le système bancaire traditionnel, il faut avoir des permis et des licences, qu'on appelle la licence bancaire. Actuellement, au niveau canadien, nous, on n'a pas de licence bancaire. Monsieur, on n'a pas de licence bancaire, mais les gens peuvent déposer de l'argent sur la plateforme à travers des virements ou d'utiliser les cartes pour le déposer. Ce n'est pas exclu qu'on puisse l'avoir parce que ça prend un ensemble de règles et de coûts. Une licence bancaire au Canada, c'est minimum 5 millions d'euros. Je répète, c'est 5 millions. 5 millions d'euros. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'on va être coupé bientôt, là, puisque au niveau de Zoom, là, la version n'était pas activée. Ils pourront éventuellement nous obliger à passer sur YouTube. Mais je vais essayer de mettre à jour cela. Donc, je disais que Hein? Ah, on peut relancer, hein? Pour la version gratuite, c'est 40 minutes. Après 40 minutes, on peut relancer. Ok, d'accord. Donc, comme j'expliquais, donc, ok, on va donc relancer. Dès que ça va s'arrêter, je vais relancer. J'expliquais donc que la question bancaire est au niveau du Canada et dans certains contrées demande une certaine restriction qui est d'avoir une licence. J'avais, il y a un an, présenté les conditions pour avoir une licence bancaire au Canada. Et qu'est-ce que ça prenait? C'est 5 millions d'euros. Donc, vous pouvez faire vos calculs. Et deuxième des choses,
on permet actuellement aux gens, parce que l'idée, c'est d'éviter d'aller vers le système bancaire traditionnel. Ce système bancaire traditionnel est hyper coûteux et hyper demandant en termes de restrictions. C'est de trouver des voies et moyens pour que les gens deviennent autonomes au niveau transactionnel et au niveau du contrôle de leur argent. Donc, pour remplacer les banques telles qu'elles sont aujourd'hui, il faut qu'il y ait plusieurs marchands au niveau canadien, c'est-à-dire plusieurs utilisateurs qui utilisent Shore Banca comme leur outil de paiement et de transaction. Je répète, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Donc, on ne peut pas émettre le chèque ici, ça c'est clair. On a été coupé sur Zoom. Je vais relancer le meeting là. Un instant, je relance le meeting. Donc, j'étais en train de répondre à la question posée par Brice concernant le fait que est-ce que c'est possible d'avoir des comptes bancaires ici. Donc, Zoom est relancé. Vous pouvez vous reconnecter là. On peut poursuivre ce Zoom. Hein. J'ai relancé Zoom. Bon, on est à nouveau reconnecté. Allô? Donc, j'étais en train de répondre à la question de Brice concernant, avant qu'on se coupe sur le fait que pourquoi est-ce que c'est pas possible d'avoir les licences bancaires, d'avoir les comptes bancaires et chèques. On ne peut pas être en train de vouloir changer quelque chose et reproduire la même chose encore. Le système bancaire traditionnel est hyper complexe et réglementé et ils sont en train d'aller vers ce que nous offrons. C'est-à-dire, on s'en va vers ce qu'on appelle couramment le open banking. Le open banking, c'est quoi? C'est que la banque soit opérée différemment que ce que nous avions aujourd'hui. Où chacun, à partir de son téléphone, a son, je veux dire quoi, et sa propre banque.
vous allez voir au niveau technologie, on va amener des gens à avoir des banques, c'est-à-dire à partir de son porte-monnaie, ce nous on appelle le portefeuille, avoir les banques, les comptes bancaires européens, américains. Donc, ça veut dire que quoi? Il peut recevoir un paiement de là. Vous aurez toutes ces options et cette fonctionnalité sur DeFi, parce que DeFi, ça va être vraiment un ensemble d'éléments intégrés où les clients pourront avoir tout, c'est-à-dire ils auront tout leur fonctionnalité qu'ils ont dans la banque traditionnelle, pour qu'ils puissent voir comment progressivement ils vont transiter vers le nouveau système bancaire que nous avions, c'est-à-dire une banque décentralisée, une banque open, une banque transparente, une banque où il n'y a pas trop d'intermédiaires pour performer une transaction. Autre question? Oui, au niveau technologie, c'est une sorte d'évidence, c'est-à-dire la question d'interopérabilité ou de transférabilité, c'est un jeu, c'est-à-dire vous pouvez avoir de la valeur en DeFi et le transférer là. C'est ça l'une des beautés de la technologie aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de permettre que les informations peuvent être transférées, peuvent être transposées, peuvent être interopérables. C'est-à-dire, je peux avoir une information, une donnée dans DeFi, je l'envoie dans SurePay comme dans SureSwap et vice-versa. Je répète, la question de transférabilité, de interopérabilité, c'est que tous ces systèmes vont se communiquer. Mais l'idée, c'est d'aller le plus possible pour rendre la chose versatile, c'est-à-dire versatile et flexible, pour que le client soit capable d'avoir plusieurs options à l'intérieur d'un seul environnement, c'est-à-dire un tout en un. Donc, on peut faire migrer tout SurePay vers DeFi. Si on trouve que DeFi prend l'ampleur, ou bien on va laisser DeFi et le vendre en white label, SurePay va être en white label pour certains cas, parce que, comme vous avez vu, on a plusieurs outils qu'on peut vendre également selon les besoins d'une entreprise. C'est-à-dire une entité, que ce soit une personne physique ou morale, peut faire une demande qu'on lui personnalise une offre. Donc, tout ça est fait sciemment. Tout ce que nous développons là est fait sciemment. Et comme j'ai expliqué, la notion de transférabilité, d'interopérabilité entre nos différentes applications ou plateformes facilite donc au niveau opérationnel que quelqu'un soit sur DeFi, il a les informations sur SurePay ou les données sur SureSwap, ils peuvent les transposer ou les transférer. Est-ce que c'est bon? Autre question? Là, on est toujours avec les points dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire on parle de SurePay et de SureSwap, et progressivement, je vais aller vers la particularité de DeFi. Et puis, on va parler notamment de l'investissement, c'est-à-dire de notre programme d'investissement fort, qui est un point majeur sur lequel nous travaillons actuellement, qui pourra intéresser plus d'une personne. Donc, la plateforme SurePay et SureSwap, comme j'ai dit, étaient pour nous comme un produit minimum viable. Des personnes qui sont habituées dans le jargon des startups ou des entreprises ou des affaires comprennent mieux ce qu'on entend par produit minimum viable. C'est-à-dire une entreprise qui veut pénétrer un marché ou un secteur doit au préalable, pour montrer son sérieux et sa capacité à répondre à une demande ou à un besoin, produire un service ou un produit pour montrer à ses clients ou aux personnes à qui il veut vendre que, bon, regardez, je suis capable de ça. Ça pourrait également vous donner une idée de ce vers quoi, qu'est-ce que je peux faire de plus par rapport à ça. Pour vous donner déjà une idée de cela, SureSwap a été suffisamment apprécié par des personnes de l'industrie de la crypto et même des banques qui voient en ça un outil vraiment évolué qui répond à un certain nombre de questions sur
les questions transactionnelles en matière d'actifs. Parce que si vous regardez bien, les actifs changent de main, les actifs demandent une certaine sécurité en termes de transférabilité et de suivi, c'est-à-dire comment suivre un actif. Aujourd'hui, on a de la difficulté avec le système traditionnel de gérer les transferts d'actifs. Par exemple, si j'ai les actions d'une entreprise, pour le transférer à l'autre, il y a un ensemble de paperasses administratives et même de processus juridiques à suivre pour transférer un actif. Or, grâce à une plateforme comme SureSwap, ces éléments deviennent plus faciles à gérer, tant au niveau transactionnel ou des deux parties, et même au niveau de contrôle. C'est bon? Allô? Y a-t-il d'autres questions? Ok, là, je veux parler maintenant de DeFi en filigrane et puis je vais aller directement sur Shopee parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. DeFi, en fait, comme le nom l'indique, ça veut dire en instant T, à l'immédiat, du point de vue littéral en anglais, c'est-à-dire je le fais en même temps. Donc, DeFi, on l'a développé comme notre compagnon app, bien application de campagne, qui va accompagner la communauté comme nous utilisons aujourd'hui même Zoom ou bien WhatsApp ou Facebook pour communiquer ou LinkedIn. Donc, on a essayé d'observer tous ces outils de communication sociale, de réseaux sociaux, de médias sociaux ou de messagerie instantanée qui pullulent l'environnement numérique. Et on a essayé de trouver un point commun, c'est-à-dire comment synthétiser cela et apporter une amélioration, c'est-à-dire apporter un plus pour répondre toujours à la demande et à l'évolution de cet environnement qui est les échanges à travers les plateformes. Donc, DeFi va être décentralisé. Il va permettre des chats comme sur WhatsApp. Il va également permettre des échanges de fichiers, des vidéoconférences comme ce que nous sommes en train de faire. Il va également permettre le partage des documents et des fichiers. Et il va également être un outil très, très confidentiel et sécurisé. Sécurisé de bout en bout. C'est-à-dire que les parties vont décider qu'est-ce qu'ils partagent, qu'est-ce qu'ils contrôlent. Et ça va être une plateforme distribuée où les informations, les données sont essentiellement échangées entre les parties. Il n'y aura pas un serveur pour stocker les datas comme c'est le cas avec Facebook et autres. C'est plutôt la toile, c'est-à-dire l'ensemble des participants qui vont créer une espèce d'environnement de stockage et de partage des fichiers et de sécurisation de la plateforme également. Donc, DeFi va avoir un module le réseau social et médias sociaux, il va avoir un module de place de marché, il va avoir un module bancaire intégré. Comme j'ai dit tantôt, notre idée de base, c'est une banque et progressivement, on va aller vers la notion d'intégrer la banque dans DeFi également. Donc, voyez une DeFi comme un tout en un qui va vous accompagner non seulement pour vos chats habituels comme WhatsApp et autres, mais qui va vous donner également un pan financier et bancaire pour vos transactions bancaires en toute sécurité. C'est-à-dire, vous pouvez en même temps en train d'échanger avec votre maman et lui faire un transfert immédiat pour qu'elle reçoive de l'argent. Et en même temps, vous avez accès à une place de marché. Quel de plus meilleur que d'avoir une place de marché et un endroit où vous pouvez avoir votre vie privée de famille. Parce que l'un des problèmes qu'on reproche au système de messagerie instantanée comme WhatsApp et autres, c'est la difficulté de créer vraiment un cadre réellement sécuritaire où les participants contrôlent leurs données. C'est ça qu'il faut regarder. Et puis, de l'autre côté, on a essayé de regarder notamment l'aspect
pair à pair au niveau des transactions. Aujourd'hui, vous avez une plateforme comme Uber. Uber et plusieurs d'autres qui pullulent l'environnement de rapprocher le client avec le fournisseur qui prélève des commissions, c'est-à-dire qui viennent encore être un intermédiaire qui impose des prix à des taux de transaction très élevés aux participants. Donc, on aura un module qui est différé, qui est exactement comme Uber, mais à des coûts nettement plus raisonnables. On ne va pas prélever 25% de commission aux parties. Non, ça va être nettement moins. On va également inciter, parce que l'un des éléments majeurs dans une communauté, une plateforme aujourd'hui, c'est de créer un mécanisme d'incitatif. On a les freemium, on a les premium, c'est-à-dire ça va être des incitations qui encouragent les gens à participer à la plateforme. Pour que ça doit être du donnant-donné, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Le temps que tu passes sur ma plateforme, ça crée de la valeur à travers ta participation et le fait que tu vas également inviter les personnes à participer. Et tout ça, on a mis en place un ensemble de mécanismes qui va permettre de récompenser et de rémunérer cette participation sur la plateforme. Vous comprenez un peu c'est un peu ça la vision. Et ça s'est décliné en plusieurs sous-modules DeFi. On va également les moduler, c'est-à-dire il y aura un système de modulation parce que notre force également à Shaw Banca, c'est cette capacité modulaire d'offrir une plateforme qui se module et s'interopère avec d'autres. Et c'est ça qui fait la puissance de Shaw Banca parce que les gens disent qu'est-ce que vous apportez? Oui, on apporte cette innovation qui est la modulation des applications et l'interopérabilité. Plus vous êtes capable de moduler en matière technologique, plus la résilience et l'échellement, si on veut dire la scalabilité, est très, très élevée. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre 1 milliard d'utilisateurs sans gêne sur une plateforme modulable. Est-ce que c'est bon au niveau de DeFi? Est-ce qu'il y a des questions concernant DeFi? Comme je dis, DeFi, oui? Sur les informations. Je dis, à partir du moment où tu dis qu'il y a la question de la transférabilité, l'interopérabilité, les applications, vous avez interface, comment on va faire ça, on peut faire autant de choses. Donc, entre guillemets, on peut centraliser les informations personnelles, les informations bancaires. Il y a toujours le risque de la sécurité, en fait. Donc, la question, c'est en fait, quel est l'aspect sécuritaire qu'offre DeFi? L'aspect sécuritaire offre DeFi, c'est la même chose que nous offrons sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire la sécurité est au niveau de l'utilisateur et non pas au niveau d'une plateforme. C'est-à-dire c'est sécurisé at end, c'est-à-dire c'est sécurisé au niveau de la personne grâce à la cryptographie, c'est-à-dire les données sont cryptées et sécurisées. Ça veut dire qu'une information qui est envoyée sur la plateforme est envoyée sous forme d'empreinte digitale avec un lien à la source. Donc, ce lien à la source permet donc de traquer l'information, peu importe où il se déplace. Alors, cette capacité de traquer et tracer l'information permet également de le sécuriser, de telle en sorte que si tes données sont attaquables, hormis de là, tu es immédiatement renseigné. C'est là la question même que beaucoup de plateformes devraient vraiment s'y penser à fond, parce que l'information aujourd'hui, les datas sont numérisées et se déplacent sous forme de données informatiques. C'est-à-dire que, je veux dire quoi, les données sont cryptées. Une fois qu'une donnée est cryptée, c'est plutôt la chaîne de caractères mathématiques qui se déplace. C'est-à-dire qu'il n'est pas accessible autre que par la personne qui a donné l'autorisation. Donc, c'est toi seul qui contrôle. Alors, puisque DeFi va être également une plateforme bancaire intégrée, la question de conformité réglementaire entre en jeu.
Conformité réglementaire ici, c'est que toute personne qui va aller vers le service bancaire et financier DIFI doit devoir passer notre processus de vérification KYC, Know Your Client et autres pour être en conformité avec cela, mais tout en gardant, comme je dis, la protection des données au niveau du client. Les données sont protégées au niveau du client, pas au niveau d'un serveur central qui est chez Shaw Banca. Est-ce que c'est bon? Donc, là, je vais aller au niveau du projet fort parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on en parle. Et puis, je veux montrer le lien entre fort et tout ce que nous sommes en train de déployer. Donc, fort, comme son nom l'indique, c'est les initiales de Fractional Real Estate Ownership. For Fractional Ownership Real Estate, c'est-à-dire que c'est une particularité propre à nous que dans cette démarche d'innovation et de distribution de technologie, on a trouvé utile de pouvoir offrir les investissements en immobilier de façon fractionnaire, c'est-à-dire donner la chance aux gens de répondre à un certain nombre de questions qui sont difficiles aujourd'hui avec le système bancaire ou bien l'environnement financier classique. Par exemple, si vous voulez acheter un immeuble ou bien être propriétaire d'un immeuble, il y a un ensemble de bactéries juridiques réglementaires qu'il faut passer. Oui. Ah. Ok, attends, je vais. Ok, et je pense qu'il doit essayer de le faire. Donc, j'expliquais que au niveau, ceux qui sont à la cuisine, s'il vous plaît, coupez vos micros, coupez les micros pour laisser, pour que ça ne crée pas de friction chez d'autres. Donc, j'expliquais en fait que le programme d'investissement fort s'inscrit dans le cadre de notre démarche d'innovation et de disruption technologique, c'est-à-dire à essayer d'utiliser la technologie blockchain et cryptographie pour offrir le droit de propriété immobilier. Oui. Sur YouTube, attends. J'ai l'impression que je ne vois pas les questionnaires de YouTube là. Hein. Il y a des questions. Est-ce que quelqu'un peut lire les questions qui sont posées? Je vais répondre, s'il vous plaît. Ok. Ok. Donc, j'étais en train de dire que le programme d'investissement fort est donc très intéressant et très important parce que c'est l'un des moyens qu'on va utiliser pour donner la chance à plusieurs d'être propriétaire, copropriétaire d'un patrimoine immobilier. Mais, oui? Est-ce que je peux lire la question de Youssef là? Oui. Sur ShowPay, quelle est la différence entre le profil user et marchand? J'ai déjà répondu à ça. Ok. La deuxième, c'est dans lequel des deux profils, soit user, soit marchand, avons-nous accès à l'intégration du module de réception de paiement sur un site web? Voilà. Ok. D'accord. Au niveau de ShowPay, le module qui permet d'avoir accès à la réception de paiement en ligne, c'est quand on s'enregistre comme un marchand. Parce qu'en s'enregistrant comme un marchand, ça vous donne un environnement de configuration pour pouvoir le paramétrer sur votre plateforme de paiement en ligne.
Et là, on va aller plus loin parce qu'avec Diffie, on va ajouter beaucoup d'autres outils et d'autres modules vraiment pour répondre à ces différentes options de paiement qu'on a. Parce que techniquement, aujourd'hui, on a différentes options de paiement quand on fait des achats en ligne. Il y a PayPal, il y a Stripe, il y a Visa, il y a Master. Ils ont créé un module là, Master et Visa, un module de paiement en ligne. Il y a également des cartes qui viennent d'autres que ces cartes connues, comme Union Pay en Chine et Alipay, toutes ces plateformes, Apple Pay, Google Pay, qui essaient d'apporter un ensemble de passerelles de paiement. Donc, nous avons travaillé à pouvoir répondre à cela sur Diffie. Si vous regardez cette semaine, j'ai publié des contenus qui expliquaient cette innovation qu'on va ajouter pour permettre également ces paiements en ligne et hors ligne également, où les gens ne vont plus avoir besoin dans des magasins et d'avoir un appareil, des terminaux précis pour pouvoir encaisser des paiements. Ils sont obligés directement de payer avec leur téléphone et que le marché également reçoit directement avec son téléphone. L'un des problèmes que vous allez constater avec le système de paiement Mobile Money USSD, c'est un système peu évolutif. Il est vraiment caduque du point de vue technologique. Il ne s'adapte pas à la nouvelle donne et ce n'est pas vraiment approprié pour les transactions. Donc, nous, on va permettre avec notre plateforme d'innover et de faciliter les transactions, non seulement de rendre moins coûteux, mais également plus résilient et transparent pour les clients, les marchands en fait, que ce soit au niveau local ou au niveau international, que ce soit des gens qui font des transactions en ligne ou hors ligne. Donc, je voulais arriver sur le module fort parce que c'est très important qu'on parle de ça aujourd'hui avant de clôturer la séance. On pourra éventuellement organiser d'autres séances pour répondre à des spécialisations bien précises. On peut parler essentiellement de Shopee et ses différents cas d'utilisation ou de ShoreSwap et ses différents cas d'utilisation, et Diffie et autres. Donc, je vais aller sur fort parce que c'était l'un des éléments clés de notre débat, parce que c'est un enjeu majeur, parce qu'il va jouer le rôle de pivot. Je répète, fort va jouer un rôle de pivot en matière d'implémentation de la plateforme et également de conduite de l'adoption. Alors, si vous regardez dans ce foisonnement de fintech, de blockchain, de crypto, il y a trop de promesses et trop de choses qui sont faites sans fondement, où on reste souvent soit très superficiel ou très abstrait ou uniquement dans un nuage de propositions, on va changer le monde, on va faire ceci et que concrètement, on n'a pas de solution. C'est-à-dire, quand on dit solution, ça dit solution réelle et tangible qu'on peut palper. Alors, le programme fort, qui est un programme d'investissement qu'on a mûrement pensé, on a mûrement réfléchi comment offrir à la diaspora africaine et également ceux qui sont au pays la chance de devenir propriétaire fractionné d'un immobilier. Alors, on a mis en place un ensemble d'options, de packages, parce que si vous voulez créer un investissement immobilier, ce n'est pas l'investissement immobilier dans le sens traditionnel, parce que quand les gens voient l'investissement immobilier, ils voient juste construire une maison, louer ou bien mettre en vente. Non, il faut construire une maison, mais créer de la valeur, une valeur prospective, c'est-à-dire une valeur qui va évoluer dans le temps. Et pour faire cela, il faudrait que ce parc immobilier répond à un certain nombre de standards, non seulement au niveau international, mais également en termes d'écologie et attractif aussi. Si vous regardez, si ceux qui ont un peu plus le temps de lire et de regarder un peu l'évolution de nos différentes offres, vous voyez qu'on est non seulement évolutif, c'est-à-dire on est également tourné vers le futur et on est disruptif, c'est-à-dire on ne va pas faire l'immobilier comme les autres. Dans le premier site qui est situé à Lagos, dans la localité de Eko, qui est un endroit à forte valeur ajoutée avec un potentiel de croissance incroyable. Si vous allez googler, vous allez voir qu'il y a un boom immobilier dans cette localité. Donc, une maison là-bas, en moins de 6 mois, prend une valeur fulgurante. C'est-à-dire ça peut partir du simple au double
C'est-à-dire, j'ai investi 1 million en moins de 6 mois, 1 an, ça devient 2 millions en termes de plus-value, gain en capital. Donc, on a une superficie de près de 1000 mètres carrés qu'on va ajouter à 2000, où on pourra construire des édifices répondant aux normes dont j'ai expliqué, et avec un ensemble d'éléments achalandés qu'on va ajouter à cela qui vont valoriser l'endroit en termes de luxe et de pôle d'attraction, c'est-à-dire un centre commercial, un endroit où les gens peuvent venir se divertir et autres. C'est tout cela qui vont créer de la valeur. On a au préalable tablé sur un programme d'investissement où les gens vont investir en groupe. Donc, on avait d'abord dit minimum, maximum, c'est 10 personnes par groupe. Mais la structure à un groupe donnait droit à un pack. Le minimum d'un pack, c'est 250 000 euros. Mais compte tenu du contexte africain que nous sommes, on a dit non, il faut qu'on donne la chance à tout le monde. Donc, j'ai travaillé dessus avec nos collaborateurs pour essayer de casser cela, de dire on peut aller jusqu'à 1000 personnes dans un groupe. C'est-à-dire on peut avoir un groupe de 1000 qui souscrivent à un programme de 250 000 jusqu'à 1 million, voire 5 millions. Alors, un pack de 250 000 vous donne droit à une propriété dans la bâtisse. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire d'une bâtisse. Ça peut être une personne qui souscrit à ce pack, ça peut être un groupe de 10, de 20, de 30, proportionnellement à ce que chacun contribue. Mais pour parler d'un groupe, le minimum, c'est 250 000. Je répète, 250 000 euros. 250 000 euros, ça fait à peu près 165 millions de francs CFA. Ça, c'est un groupe de personnes qui vont investir. Alors, dès qu'ils souscrivent à ce programme, nous, pour mettre en place leur investissement et le gérer dans un plan de court, moyen, long terme, ils vont donc être propriétaires d'une entreprise qu'on va créer à leur nom, qui sont propriétaires de façon collégiale ou bien en association. Et chacun a ses parts selon le montant qu'il a investi. Progressivement, maintenant, ils vont arriver au partage des gains générés par le revenu locatif, parce que c'est les maisons qu'on va mettre en location. Vous allez également faire des recherches, vous pouvez envoyer des informations pour que les gens voient un peu à combien sont loués les appartements ou des immeubles dans cette région pour avoir une idée des prix. Progressivement également, on va ajouter à cela, c'est-à-dire pour encourager les gens à investir dans un programme immobilier, on leur donne droit d'être actionnaire, c'est-à-dire de détenir les parts de DIFI. Donc, je vous ai déjà expliqué c'est quoi DIFI. Et l'entreprise qu'on crée à leur nom, c'est une entreprise qui aura une présence en Afrique, en Europe et en Amérique. Donc, vous pouvez faire d'autres activités avec cette entreprise. C'est-à-dire, au-delà que ça gère votre part immobilier dans ce bâtisse, vous pouvez également faire des services de commerce, de vente, import, export, plein d'autres activités que vous pouvez faire autour. Donc, c'est à peu près ça. Au niveau de l'Afrique, du Cameroun, actuellement, on a mis en place différents groupes de personnes qui essaient de travailler pour former un groupe de 1000 personnes qui vont investir minimum chacun 250 000, qui va permettre d'aller souscrire à un pack de 250 000 euros. Donc, ils seront tous des co-détenteurs de ce part-là. Et tenez-vous tranquille, au niveau légal, réglementaire, on est suffisamment aligné et qui va également accompagner les gens dans leur droit de propriété. Vous pouvez transférer cela à vos enfants, vous pouvez céder vos parts à tout moment, c'est-à-dire même après 1 an, vous pouvez céder vos parts. Alors, si j'ai acheté mes parts, j'ai investi, admettons, 250 000 francs, 250 euros, c'est-à-dire 160 000 francs, et qu'un an plus tard, ce bâtisse vaut maintenant 5 millions, ou disons 1 million d'euros, c'est-à-dire on l'a acheté à 250 000, ça vaut 1 million d'euros, ça veut dire que votre argent se multiplie par 4. C'est-à-dire vos 165 000 que vous avez investi à l'initial est devenu 165 000 fois 4 à la valeur du jour, parce que vous allez céder vos parts à la valeur du jour. Et tenez-vous tranquille, les parts que vous détenez vous donnent droit aux dividendes. Comme j'ai dit, les valeurs locatives de ces maisons vont générer des revenus que vous allez recevoir. Et vous allez également recevoir les dividendes provenant des actifs de DIFI. Est-ce qu'il y a des questions? Ce que j'ai bien compris par rapport à cet investissement-là. Maintenant, en cours de route, s'il y a peut-être quelqu'un qui a
l'investissement de cette qui a l'épargne, c'est comment les démocraties par rapport au dividende de l'investissement qui est versé. Oui. En fait, oui, comme je dis, au niveau des investissements, vous êtes en groupe, mais c'est individuel. Chacun est détenteur de ses parts proportionnellement à ce qu'il a versé. Et au niveau légal et réglementaire, chaque personne qui investit, il va recevoir la preuve de ses investissements à son niveau, avec un espace où il va pouvoir désigner les successeurs. C'est-à-dire, s'il arrive quelque chose, ces dividendes ou ces parts sont transférés aux personnes qu'il a désignées comme successeurs d'une manière légale. Il n'y a même pas de problème là-dessus. Donc, il n'y a pas de... Même comme on dit en groupe, là, le groupe, la personne qui est dans un groupe n'a aucune influence sur l'autre. Peut-être il a des droits de vote en termes de participation dans la gestion de l'entreprise, mais il ne peut pas influencer la répartition des dividendes. Si j'ai investi 250 €, je reçois mes dividendes proportionnellement à mes 250 € que j'ai mis dans l'affaire. Si demain je ne suis pas là, mes 250 € sont transférés aux ayants droit. Ou si demain je décide de ne plus faire partie, je cède mes parts, c'est-à-dire je vends mes parts soit au sein du groupe ou hors du groupe. D'ailleurs, Chef Banca va mettre en place un mécanisme pour permettre les ventes entre parties et des ventes directement à Chef Banca, c'est-à-dire on va racheter vos parts et vous payer vos valeurs à la date du jour. Et une autre partie que je n'ai pas mentionnée, Chef Banca va être détenteur d'une licence bancaire. Il faut que vous compreniez ça. Avoir une licence bancaire, ce n'est pas une histoire, on ne le donne pas à n'importe qui. D'ailleurs, même si vous avez l'argent devant certaines juridictions, on ne vous donne pas, compte tenu de votre profil moral et votre comportement, votre éthique morale. Alors, Chef Banca est éligible, on a déjà été approuvé pour une licence bancaire devant les juridictions suédoises qui nous donnent droit d'avoir une charte bancaire. Une fois qu'on a la charte bancaire, on pourra fonctionner comme une banque en émettant le même principe bancaire. Donc, cet argent que vous allez investir dans l'immobilier, ça pourra vous servir de garantie pour aller lever des fonds pour investir dans d'autres projets. Parce qu'étant une banque, vous avez une garantie qui est cet immobilier, vous pouvez prendre de prêts avec. Est-ce que c'est clair? Pardon? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que ça va s'arrêter dans 5 minutes. Là, on a encore 5 minutes pour clore le débat. Oui, j'avais une question. La part minimale de cet investissement-là, ou alors c'est n'importe quel? Non. J'ai expliqué. Moi, comme tu as dit, c'est au moins 250 000 €, donc il faut une part minimale. Pour avoir au moins des personnes qui ne disent pas ce qui. Dans tout ça, si tout le monde décide de donner n'importe quoi, ça va plus être ça. Non, ça ne va pas être ça. 250 000 €, c'est le prix d'un pack. Et un pack peut être acheté par un groupe de personnes qui peut être minimum de 10 personnes et de maximum de 1000 personnes. Je répète, un pack, c'est 250 000 €. Et un pack donne droit de propriété parce que un des bâtisses va valoir minimum à la construction 1 à 2 millions d'euros. Donc, ça vous donne une proportion dans ce bâtisse-là. Donc, ça peut être un niveau de bâtiment qui vous donne ce pack-là. Et maintenant, une fois que vous avez souscrit au pack, ça vous donne le droit de propriété proportionnel à chacun. Dans un groupe de 10 personnes, il va de soi qu'ils essaient de voir qui va contribuer combien, mais l'essentiel, c'est qu'ils réunissent 250 000 €. Dans un groupe de 1000 personnes, c'est pourquoi j'ai dit dans un groupe de 1000 personnes, le minimum, c'est 250 €. Donc là, j'ai dit, il y a un groupe en formation au Cameroun dont j'ai déjà mis en place. Le minimum, c'est 250 €, c'est-à-dire 165 000. Ici au Canada, le minimum que j'ai mis en place, c'est un groupe de 25 et un groupe de 50. Donc, je veux voir si on peut avoir 2 ou 3 groupes ou alors les fusionner. C'est-à-dire proportionnellement à ce que les gens ont fait. Parce qu'on ne peut pas avoir des groupes dispersés où d'autres vont atteindre le montant, d'autres pas. Donc, on pourra fusionner pour faire un groupe ou 2 ou 3 groupes au Canada et d'autres en Europe. Si des gens sont intéressés en Europe, ils peuvent se mettre ensemble,
former un groupe de 10, de 20, ou même une personne. Si quelqu'un est capable de prendre un pack good, c'est-à-dire il paie les 250 000, ou ils sont 10, ils paient 25 000 euros chacun, et puis c'est ça, quoi. Est-ce qu'il y a un plafond dans on peut avoir autant d'investissement local? Bien sûr, on peut pas avoir autant de groupes. On peut avoir même, puisque... Exact. On peut avoir 1000 groupes. Il n'y a pas de plafond, en fait. Non, il n'y a pas de plafond. Comme j'ai dit, le programme et le projet est juste pilote au niveau du Nigeria. On pourra le décliner dans d'autres régions d'Afrique qui présentent les mêmes perspectives. Parce que, comme je vous dis, c'est un investissement avec un retour. C'est-à-dire, on n'investit pas juste pour investir, on investit parce qu'on veut rechercher un gain sur le court, moyen et long terme. Donc, c'est stratégique. Ce n'est pas un investissement juste pour dire qu'on veut construire une maison et dire que j'ai une maison au Nigeria. Non, ça, ce n'est pas le but. Plus tard, si les gens veulent construire leur maison de retraite et autres, ils peuvent le faire. Nous, on est prêts même, serons heureux de leur vendre une maquette pour une maison individuelle ou quoi que ce soit dans leur village ou dans leur pays. Mais là, c'est dans un cadre purement stratégique et de recherche de rentabilité sur le court, moyen et long terme. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va clore le débat et puis je vais éventuellement regarder les questions. J'avais une question. Oui. Je veux savoir si jamais, on fait l'achat, on ne sait jamais, tous les scénarios sont possibles. Si jamais l'immobilier prend un coup, c'est-à-dire que j'en ai acheté les parts à 250 000 euros, comme on a dit, et que l'immobilier prend un coup, ça tombe dans... Et que par exemple, ça baisse considérablement. Comment ça se fera la répartition dans ces cas-là? Bonne question, très très bonne question. Donc, ça, c'est des questions que j'attendais, par exemple, ça veut dire que vous êtes intéressé. Les actifs, tant sur le plan général ou spécifique, obéissent à la loi du marché, c'est-à-dire ça monte, ça descend. Nous, au niveau de Shaw Banca, on prend toujours des garde-fous pour sécuriser au minimum le capital des gens. C'est pourquoi, tu vois, on essaie de se déployer sur plusieurs domaines et secteurs d'activité à la fois. Parce que la meilleure façon de neutraliser le risque en matière d'investissement, c'est de diversifier votre portefeuille. Au lieu de mettre tout votre argent, mettre tous vos œufs dans un seul panier, vous le mettez dans plusieurs. C'est impossible, sauf si c'est la planète qui saute pour que tous vos actifs se perdent. Donc, votre argent que vous mettez dans l'immobilier, comme je dis, on vous donne des parts dans DeFi. Il y a également notre produit que nous sommes en train de travailler dessus. Je crois que ça va faire l'objet d'une autre séance, qui est VI, qui est une marque propre à Shaw Banca, qui va offrir un ensemble d'équipements et de vêtements vraiment haut de gamme pour les Africains, tant de la diaspora que du pays. Alors, c'est autant de produits qui viendront systématiquement neutraliser une espèce de risque de perte de valeur immobilière. Vous comprenez un peu? Non, nous avons réfléchi sur tous les aspects. On est une équipe, si vous regardez sur le message que je vous ai envoyé, on est suffisamment... je voulais dire, on est suffisamment outillé sur le plan économique, juridique, financier pour répondre aux différentes questions. On ne peut pas tout prévoir, mais on prend toutes les mesures, toutes les précautions possibles pour garantir l'argent de nos participants. Donc, sur ce, je vais clore le débat et merci de nous avoir suivis. C'était intéressant, les questions et les participants, et je vous donne rendez-vous pour une autre séance probablement dans une semaine.